Le conflit russo-ukrainien va renverser différents régimes, tantôt appelés régimes rigides, tantôt appelés régimes dictatoriaux en Afrique francophone particulièrement. Euh, Lors du renversement du mur de Berlin en 1991, le bloc soviétique s'est effondré. Avec lui, le communisme, et avec ce communisme-là, tous les pays d'Afrique qui avaient le communisme en partage ont dû, sous la pression de la France, notamment pour la partie francophone, enclencher des processus de multipartisme et de démocratie dans leur territoire. Et c'est dans ce contexte, on se souvient que le combat Brazzaville notamment avait alors à sa tête le président Denis Sassou Nguesso comme chef d'État initié bien avant la vague des printemps africains de cette époque-là, avait initié l'idée d'un multipartisme, l'idée d'une démocratie à instituer pour permettre aux populations d'être partie prenante de la gestion de leur pays. Bien, de 1991 à aujourd'hui, nous sommes en 2022, soit 31 ans. En 1991, on a un bloc soviétique qui s'était effondré et avec le communisme entraînant dans sa vague tous les pays qui avaient pour ligne idéologique le marxisme-léniniste. Aujourd'hui, on a, et donc c'est à cette époque que précisément l'Amérique, les États-Unis ont affirmé leur rôle central de gardien du monde. Parce que justement, en faisant s'effondrer le bloc soviétique, ils avaient là mis à terre, si je puis m'exprimer ainsi, le dernier adversaire qui leur restait, et qui était encore debout. 31 ans après, on a aujourd'hui une Russie qui est regaillardie, qui est conquérante, et qui aujourd'hui se positionne clairement comme le véritable gendarme du monde. Et cette Russie-là est en train de dénoncer le néocolonialisme. Poutine l'a dit dans le discours historique qu'il a tenu il y a pas plus tard que la semaine dernière, à l'occasion duquel il expliquait que les Occidentaux, en mettant dans cette frange-là les Américains et les pays de l'Union européenne, en expliquant que les Occidentaux avaient l'habitude, la fâcheuse habitude de considérer les autres pays comme des partenaires officiellement, mais au fond, ils les considéraient comme des colonies. Et Poutine disait que la Russie ne sera jamais une colonie, ne sera jamais un pays vassalisé, ne sera jamais un pays sous empire, sous pavillon, ni de l'Union européenne, ni des États-Unis. Et Poutine expliquait que c'était précisément cela qui agaçait énormément les Américains, qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, avaient pris pour décision d'imposer leur idéologie, d'imposer leur culture, d'imposer leur monnaie, d'imposer leur philosophie, d'imposer leur politique, d'imposer leur culture, grosso modo, d'imposer dans les autres pays, à l'identique, très exactement ce qui s'est passé chez eux. Poutine aujourd'hui a fait de la Russie un pays qui est redevenu un pays qui fait craindre, qui fait frissonner, un pays qui apporte de l'effroi quand on y songe, un pays qui suscite une certaine forme de torpeur, de profond respect aussi vis-à-vis des pays du bloc de l'Ouest. Entendez par là les États-Unis et l'Union européenne. Et à l'occasion de son discours, Poutine a clairement expliqué que il est du côté de tous les États au monde qui veulent aspirer à une véritable démocratie. Il est du côté de tous les États au monde qui cherchent à s'affranchir du joug de l'impérialisme occidental. Il est du côté de tous les États qui souhaitent devenir pleinement souverains. Et en disant ça, Poutine s'est clairement positionné comme le nouveau contre-gendarme du monde. Parce que rappelez-vous que jusqu'à cette prise de position sur un temps extrêmement dur qui date de la semaine dernière,
pour l'essentiel des pays de la planète, le pays qui était le gendarme du monde, c'était jusque-là les États-Unis d'Amérique. Et Poutine a clairement défié les États-Unis d'Amérique et Joe Biden en expliquant que la Russie se rangerait aux côtés de tous les pays qui veulent véritablement devenir des pays souverains, qui aspirent véritablement, irrémédiablement, résolument à devenir des États libres, capables d'autodétermination, capables de se gérer, capables de se fédérer, capables de se construire par eux-mêmes. Et donc, oui, clairement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit très bien que ce discours de Poutine, qui est fédérateur au fond, est un message qui touche et dont ne sont pas insensibles les populations d'Afrique. Quand vous prenez les pays comme le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, Conakry, on se rend bien compte qu'il y a, pour les populations africaines, de façon globale, il y a un besoin de changement d'air. Il y a un besoin de dire adieu à la France-Afrique. Il y a un besoin de dire adieu, il y a un besoin de récuser, de refouler, de refuser l'autoritarisme, l'autoritarisme, l'hégémonie, le triomphalisme occidental. Il y a un besoin de dire non aux États-Unis, un besoin de dire non à l'Union européenne, pays en tête desquels se trouve la France, a besoin de dire, nous les peuples africains, nous voulons nous gérer par nous-mêmes. Nous sommes autodéterminés, nous avons au sein de nos États les compétences, les synergies nécessaires pour impulser, amorcer, créer de nouveaux schémas institutionnels, ça commence par là, et mettre en place des régimes politiques qui vont être soucieux d'abord, prioritairement, des intérêts des populations. Donc, le discours de Poutine est un discours qui est fédérateur parce que Poutine a pu dire tout haut ce qu'aucun pays, ce qu'aucun chef d'État avant lui n'avait fait, et ça date de déjà plusieurs années. Ce qu'il a dit, en le disant, Poutine a défié ni plus ni moins les États-Unis d'Amérique, tout en considérant comme Messie de ce pays-là l'Union européenne tout entière. Et Poutine s'est irrémédiablement positionné en nouveau défenseur, nouveau gardien du monde libre. Mais le monde libre, non pas dans la conception dont on a toujours entendu les États-Unis, c'est-à-dire que pour eux, le monde libre, c'était la monnaie américaine, la culture américaine, la nourriture américaine, la façon de s'habiller à l'américaine, le logiciel culturel à l'américaine. Poutine, aujourd'hui, revendique pour le compte de tous les États au monde qui veulent atteindre, qui veulent arriver à une vraie souveraineté, une forme de souveraineté, une forme de liberté, un monde libre qui ne correspond pas au modèle schématique qui a toujours été imposé par les États-Unis et puis ensuite par l'Union européenne, mais un monde schématique qui correspondrait pour le coup à ce que chaque État considérerait comme idée de liberté, idée de construction, comme philosophie ou doctrine économique, politique, sociale et culturelle. Et donc, Poutine apporte clairement un souffle nouveau à la vision du monde, un souffle nouveau à la cartographie politique mondiale. Il apporte un souffle nouveau et une possibilité à tous les États qui veulent résolument s'affranchir du joug de leur maître. Il se positionne comme le libérateur, comme l'ange qui va libérer les captifs des mains du monde des ténèbres, qui ici, vous l'aurez compris, s'assimile aux États-Unis et à l'Union européenne. Donc le message de Poutine suscite de l'adhésion dans l'esprit, dans le conscient collectif des populations africaines, parce que Poutine est en train de vouloir garantir la liberté démocratique, politique, économique, culturelle à l'ensemble des pays de la planète qui considèrent que jusqu'à aujourd'hui, et quand je parle des pays, je parle prioritairement des populations, des peuples,
qui considèrent aujourd'hui qu'ils sont toujours opprimés par, par les pouvoirs qui les régentent, pouvoirs qui sont eux-mêmes des vassaux, qui sont eux-mêmes caporalisés par l'Union européenne directement ou par les États-Unis plus indirectement. Donc aujourd'hui, on a un vrai dilemme. La question, elle est simple, mes chers amis, mes chers compatriotes. Quelle est, au travers de ce discours que Poutine a tenu, quelle doit être la prise de position de chaque Africain, où qu'il soit? Quelle doit être la prise de position de chaque Africain, où qu'il soit? Quelle doit être la prise de position de chaque Africain, où qu'il soit? Eh bien, pour tous les Africains, dont les Congolais naturellement, qui aspirent à une nouvelle ère, qui aspirent à une rupture concrète des relations franco-africaines telles qu'ils l'ont toujours connues depuis De Gaulle à ce jour, pour ces populations africaines-là, pour ces peuples africains-là, la prise de position, elle est claire. Elle consiste à envoyer des messages clairs au régime qui les régente pour leur dire « Nous voulons de renforcer la coopération avec la Russie parce que pour le symbole, nous sommes fatigués de ce qui a toujours été la France-Afrique, tant et si bien que cette lassitude en est aujourd'hui à un point où nous sommes prêts, nous les peuples africains, à nous ranger derrière le discours fédérateur de Vladimir Poutine. Un discours qui nous parle, un discours qui parle à nos enfants, un discours qui nous permet de rêver, un discours qui nous permet de voir de nouveaux horizons, un discours qui nous permet d'entrevoir une nouvelle possibilité de vie, de nouvelles probabilités de construction de modèles économiques, de probabilités de construction de modèles politiques et de réappropriation de nos usages, de nos usages et coutumes, de réappropriation de nos mœurs culturelles. C'est de ça dont je voulais parler. Donc oui, les populations africaines aujourd'hui doivent pousser de tout leur poids pour contraindre leurs dirigeants à se ranger du côté de la Russie. Non pas dans le cadre du conflit russo-ukrainien, puisque au sein même de ce conflit, les États africains n'ont rien à y gagner. Mais à partir du moment où Vladimir Poutine explique clairement la position, le point de vue qui est le sien sur ce que doit être un État au XXIe siècle, c'est-à-dire un État libre et totalement indépendant, autonome, capable de souveraineté, d'autonomie, d'autodétermination, capable d'indépendance, sans que cette indépendance puisse constituer une entrave à une quelconque puissance occidentale. À partir du moment où Vladimir Poutine a jeté, a posé les bases, les jalons de ce positionnement de principe en disant « je vais être derrière chaque pays africain, derrière chaque Africain qui voudra vraiment se libérer de ses chaînes », à partir du moment où ce positionnement a été clarifié par Vladimir Poutine, pardonnez-moi, il devient clair et il est évident pour les panafricanistes convaincus que Poutine est le paravent derrière lequel, j'ai envie de vous dire, se positionner pour pouvoir envisager, comme jamais il n'a été possible de l'envisager jusqu'à ce jour, un nouvel horizon pour chacun de ces États. Mais comme les populations africaines, comme les populations africaines ne sont pas les maîtres de leur pays, parce qu'il y a à la tête de ces États des dirigeants, ces populations sont contraintes de mettre la pression sur leurs dirigeants, de mettre la pression sur leurs dirigeants, afin que ces derniers puissent commencer à opérer justement le processus de véritable avènement de la démocratie, de véritable avènement de l'indépendance. Il est vrai que je n'aime pas le mot démocratie. Donc je parlerai plutôt d'avènement de l'indépendance, d'avènement du souverainisme, d'avènement de l'autodétermination et de la capacité des populations africaines à s'auto-gérer, à s'auto-organiser, à s'auto-décider, sans que ces décisions ne viennent ni des institutions financières occidentales, ni de l'institution financière française,
ni du FMI, ni de la Banque mondiale. Il y a là véritablement intérêt pour les dirigeants d'Afrique à entrer en discussion avec Vladimir Poutine pour discuter de ce que pourrait être éventuellement la nouvelle cartographie géopolitico-économico-mondiale à travers la position que Poutine a prise dans le cadre de la guerre qu'il est en train de livrer, en vérité, aux États-Unis, par le biais de l'Ukraine. Les populations africaines, les Africains, doivent prendre position, doivent pousser leurs dirigeants à aller en négociation, en discussion avec Vladimir Poutine, pour savoir, est-ce que ce qu'il a dit, c'est juste un discours fédérateur pour séduire et pour ensuite, un jour, retourner sa veste contre cette population, ces pays d'Afrique, ou est-ce qu'il va être possible de signer des accords concrets internationaux, chaque pays avec la Russie, notamment, je pense ici aux accords de coopération de défense militaire que les pays d'Afrique francophone avaient en son temps signés avec la France. Pourquoi ne pas envisager que ces accords de coopération et de défense militaire soient aujourd'hui signés avec la Russie? Ça serait un signal fort envoyé, notamment en direction de l'Occident. Au-delà des accords de coopération et de défense militaire dont je venais de parler, il y a aussi les conventions de coopération économique internationale qui devraient être renforcées du coup, si tant est que la position de Poutine n'ait pas été une position de l'heure, qu'ils vont être renforcées avec les pays africains pour garantir, l'amplification des rapports sud-sud, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut parler de l'émancipation de l'Afrique, on a toujours ce sentiment d'avoir derrière le dos le diable avec sa fourche, son bâton avec ses fourches collines. On a toujours l'impression d'avoir ce diable-là derrière chaque pays africain. Et quand je parle des fourches collines du diable, je parle ici de la Banque mondiale, je parle du FMI, de toutes ces institutions financières qui pèsent de tout leur poids pour influer sur les politiques d'Afrique francophone, pour imposer des agendas économiques, pour imposer des agendas politiques. Et c'est ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, on a évoqué à l'époque les régimes monarchiques, et ça avait l'air d'être plus ou moins une vue de l'esprit, mais on a vu cette vue de l'esprit se traduire très manifestement dans les faits, quand on a vu la transition qui s'est passée au Gabon, quand on a vu la transition qui s'est passée au Togo, et quand on voit cette transition qui chercherait aussi à s'installer dans des pays comme le Cameroun et comme dans d'autres pays. Donc, effectivement, les chefs d'État d'Afrique doivent avoir, au travers de l'Union africaine notamment, doivent avoir un discours de clairvoyance. Aujourd'hui, quand on parle de l'Union africaine, qu'est-ce que l'Union africaine représente? Qu'est-ce qu'elle est possiblement en mesure d'apporter dans le conflit russo-ukrainien? Comment est-ce que l'Afrique peut peser? Eh bien, très simplement, dans un premier temps, il est clair, et ce verdict est sans embâche, il est clair qu'aujourd'hui, l'Union africaine ne peut pas peser dans le conflit russo-ukrainien. Pour la bonne et simple raison que l'Afrique n'est pas une force nucléaire. L'Afrique n'a pas de tête nucléaire. Donc, le rapport de force qui aujourd'hui est en train d'équilibrer et de faire se frictionner comme deux plaques tectoniques les deux plus grandes puissances mondiales, c'est effectivement l'épicentre de la capacité d'armement nucléaire, ce que n'a pas l'Afrique. Donc elle ne peut pas peser militairement dans cette affaire. Elle ne peut pas non plus peser politiquement dans cette affaire. Donc elle peut éventuellement peser économiquement, mais cela consisterait à, bon an mal an, geler l'extraction et l'acheminement de certaines matières premières vers, on va dire, l'Occident, à commencer par l'Union européenne. Est-ce que maintenant, dans le fond, les dirigeants africains qui dirigent des États qui détiennent des ressources minières et minéralières extrêmement importantes, est-ce que ces chefs d'État sont capables de faire front à la France pour dire, nous, on décide de refréner, enfin de diminuer ou de réduire ou de suspendre les opérations d'exportation de matières premières vers vos États occidentaux comme levier de pression pour que
la France, tout comme l'Union africaine, tout comme l'Union européenne, puisse en appeler à une désescalade du conflit afin de ramener à la table de négociation les deux ténors que sont les Russes et les Américains. Parce que le fond du problème, en vérité, part de la question de l'OTAN. Et la question de l'OTAN aujourd'hui, c'est-à-dire de son expansion vers les frontières du bloc de l'Est, n'est toujours pas résolue. Et tant que cette question de l'extension de l'OTAN ne sera pas résolue, il y a fort à craindre que le conflit va continuer à s'envenimer. Il y a fort à craindre que le conflit va continuer à aller en escalade de propos virulents, en escalade de démonstration de force militaire, sans pour autant, malheureusement, que l'Afrique soit en mesure de dire, d'apporter sa part de vérité et de dire, de donner son positionnement sur cette situation. Donc, oui, les pays comme la RDC, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Ghana, le Nigeria, le Kenya, la Tunisie, l'Algérie, l'Afrique du Sud, tous ces pays qui détiennent des ressources minières, naturelles, des matières premières importantes de premier ordre, sont possiblement en mesure, par le mécanisme de la suspension des exportations, de peser de tout leur poids, parce que, conscient que les États-Unis et l'Europe ont besoin de nos matières premières pour continuer à développer les technologies qui aujourd'hui sont partagées au travers notamment des téléphones portables, des ordinateurs, des écrans de télévision, des satellites, des moyens de communication, de la robotique, des batteries qui permettent de faire fonctionner les voitures du futur, des batteries qui permettent de faire fonctionner les poteaux d'éclairage public du futur, des batteries qui vont permettre de faire fonctionner et qui permettent déjà de faire fonctionner aujourd'hui, dans une certaine mesure, tout un éventail d'appareils électriques, parce que les composants essentiels qui permettent la fabrication de ces matériaux viennent des pays d'Afrique. Donc en vérité, lorsqu'on dit que l'Afrique n'a pas de moyen de levier contre la France et les États-Unis, cet argument est fallacieux. Ce moyen de levier est inexistant par le simple fait que les dirigeants de ces pays n'ont pas le courage de dire à la France et aux États-Unis, y compris effectivement aussi à la Russie, de leur dire de stopper l'escalade militaire, l'escalade diplomatique, l'escalade politique par des diatribes qui n'en finissent plus, en faisant simplement ce que je disais tout à l'heure, comme de suspendre, d'interrompre l'acheminement de toutes les matières premières qu'il y a sur le continent africain. Voilà un moyen qui peut être intéressant, et tout en mettant, en armant, en actionnant ce dispositif, les pays africains peuvent aussi donc du coup profiter d'emblée pour demander la refonte de l'Organisation des Nations Unies afin que l'Afrique ait eu une voix permanente au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais si vous voulez, tout ça, ça ne dépend que d'une chose, la capacité de l'Afrique à se fédérer autour d'une institution qui, à mon avis, devrait probablement naître des cendres de l'Union africaine, qui a montré totalement ses limites, son incompétence et son incapacité à prévaloir, à se positionner et à être entendu dans les sujets internationaux d'envergure, puisque jusqu'à aujourd'hui, on le voit bien, l'Union africaine n'en est pas capable. D'ailleurs, je vais vous lire rapidement pour terminer ce que l'Union africaine la dernière information que moi j'ai pu obtenir sur les réseaux sociaux. Je vous le montre. Voilà. Je vais lire ça rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette information? Russie, Ukraine. L'Union africaine a-t-elle un rôle à jouer? Donc déjà, la question elle est posée. Et vous allez bien voir que cette Union africaine ne va pas du tout penser à ce dont j'étais en train de parler, comme moyen de dissuasion, comme moyen d'accalmie de ce qui constitue une ébullition, un gros tsunami qui est en train d'arriver sur tous les pays du monde, c'est-à-dire une troisième guerre mondiale nucléarisée. Alors, je vais vous lire l'article. Alors que son président Macky Sall, donc président de l'Union africaine, souhaite porter la voix de l'Afrique
dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Union africaine a mis en place une task force chargée de limiter les effets du conflit. Et quand on parle de limiter les effets du conflit, il ne s'agit pas de peser de ces matières premières pour justement ramener à la raison la Russie qui a besoin des matières premières d'Afrique, l'Union européenne qui a besoin des matières premières d'Afrique, y compris les États-Unis. Vous allez voir qu'ils vont totalement parler d'autre chose, parce qu'en leur sein, il y a des intérêts partisans, il y a des intérêts égoïstes, il y a des intérêts qui ne sont pas communs, et il y a des guerres intestines entre nos différents chefs d'État qui fait que tous ces éléments mis d'un bout à bout font qu'il est impossible de trouver, si vous voulez, des solutions de consensus, de contraintes d'envergure à faire valoir au nom d'une Afrique, tant vis-à-vis de la Russie que de l'Union européenne, que des États-Unis d'Amérique. C'était le 20 juin dernier, alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie avait débuté 4 mois plus tôt. La suite.